Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 13 septembre 2022 et c'est l'épisode 288 et c'est au tour probablement de la Terre que pourrait bien se jouer l'avenir de la tech, en tout cas au sujet de la connectivité de la tech. Alors quel service va s'imposer ? On va faire un état des lieux sur ce sujet. Il y a également les dernières polémiques sur la gestion de la donnée personnelle par Meta, un peu le scandale Meta de la semaine qui va nous donner encore un petit peu de grain à moudre. Les dernières actions pour tenter de réguler un peu plus les entreprises de la tech aux États-Unis. Les questions qui suivent aussi les innovations, évidemment au sujet par exemple de l'intelligence artificielle. Doit-elle être mieux encadrée et comment ? On va se pencher sur cette question. Et puis, pendant qu'on parle d'intelligence artificielle, nous aurons également quelques thèmes liés au sillon du moment qu'on creuse ensemble durant les derniers épisodes de Tech Café, la génération d'images à partir d'instructions texte. C'est un sujet qui vous a beaucoup plu. Tenez-vous bien, un sujet qu'on va aborder dans cet épisode m'a fait faire littéralement des cauchemars. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve celui qui a préparé cette émission et qui m'a provoqué, évidemment, dans le cadre de sa veille, ces cauchemars dignes du pire film d'angoisse vilain que tu es. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Eh oui, mais alors bon, t'inquiète pas, on va essayer de vous rassurer un petit peu sur tout ça. Les images étaient effrayantes. Je les ai pas toutes regardées. D'ailleurs, au bout d'un moment, ça m'a mis mal à l'aise. Restez bien, on va vous parler de l'aube. Vous allez être, je pense, marqués par ce sujet. C'est intéressant. Allez, merci beaucoup au passage à Gontran Leinert, qu'on est vraiment ravis de revoir parmi les soutiens Patreon et Chemical Gamer. Donc, on réjouit de les voir revenir. Il y a aussi ArdubX, Viviane Descobec et Christophe Coste, qui font partie donc des personnes qui soutiennent financièrement Tech Café en étant devenus des auditeurs engagés. Et si vous souhaitez faire comme eux et soutenir le podcast, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Vous pourrez vous inscrire à la page et en échange de quelques euros par mois, vous profiterez notamment du flux privé pour écouter le podcast sans la pub. C'est sans engagement, il y a des soutiens qui le témoignent, ils se retirent des soutiens de temps en temps et puis ils reviennent par la suite. En tout cas, c'est sur patreon.com/techcafé et dans le menu des interactions incontournables, il y a évidemment les apps de podcast, notamment Apple Podcast, et on va saluer Mora003 qui dit tout simplement, et vraiment merci à toi, merci d'apporter ce regard nouveau et critique. Alors nouveau, tout est affaire de perspective, parce que comme on vous le répète durant les derniers épisodes, ça fait une dizaine d'années maintenant que Tech Café est dispo, donc nouveau je ne sais pas, mais critique probablement, et en tout cas merci beaucoup pour vos retours. N'hésitez pas à laisser vos avis sur Apple Podcast, Podcast Addict, ou à laisser vos étoiles sur Spotify. Et je voudrais enfin vous rappeler, comme je le fais à chaque fois, mais qu'il y a un serveur Discord qui est accessible dans les notes de l'épisode où il fait bon ton d'échanger sur plein de sujets, pas notamment que de la tech, mais aussi plein d'autres sujets. Et il y a Onustus qui est un des soutiens Patreon qui m'a interpellé, Guillaume, je voulais un peu te partager cette réflexion. Il me reproche, et moi j'aime bien en fait quand on me reproche certains usages, parce que c'est hyper important de pas rester habitué dans justement dans des mauvaises habitudes et puis savoir se remettre en question. Alors, il me reproche une utilisation excessive, et je pense qu'il a raison, du terme acteur. Alors je pense que clairement je le dis trop parce qu'en plus il y a un côté facile dans acteur, tu vois, tu peux y englober n'importe quelle entreprise de la tech, peut-être même des utilisateurs. C'est probablement trop vague et je dois peut-être beaucoup le dire, donc je vais essayer de me corriger là-dessus. Et il y a un autre exemple qu'il me donne, il me dit il me reproche que je dis souvent en situation de voyage. Alors là, ce qui l'embête, j'arrive moins à cerner ce qui l'embête, mais c'est notamment le fait de ne pas dire en voyage, tout simplement parce que pour lui en fait toutes ces approches de terminologie que je peux faire se rapproche trop à des discours un peu marketing. Et ça, c'est intéressant parce que ça m'a amené à deux réflexions. Alors, outre les multiplications du même terme que je peux faire dans le temps, et ça peut être agaçant pour les gens, et donc je vais me corriger, mais d'une part, je pense pas qu'on utilise le terme marketing à tort et à travers. Souvent, tu sais, dans les discussions, Guillaume, t'as des gens qui disent « Oh, mais ça, c'est du marketing, enfin !» Et je pense pas que ce soit vrai. Je pense pas que les entreprises fassent des actions telles qu'on les désigne dans ces phrases-là comme étant des actions marketing. Je pense que ça peut être de la communication, de la publicité. On peut survendre un produit, mais le marketing, pour moi, c'est une réflexion de part de marché avec des produits vis-à-vis de cibles, avec des stratégies d'entreprise. Et quelque part, je me demandais si
Tech Café, au travers du regard qu'on relaie dans nos discussions et des analyses qu'on peut faire, si c'était pas un peu quelque chose qui s'approche à du marketing. Je vous laisse débattre entre vous et nous faire vos retours sur cette réflexion. Est-ce qu'on fait du marketing? Est-ce qu'on fait du journalisme? Est-ce qu'on fait autre chose? Savoir. Eh ben, tu sais, je me demande parce que, mais si, quand on regarde finalement quelle entreprise fournit des services auprès de quelles cibles, avec quelles innovations, etc. Est-ce que finalement c'est pas de l'analyse marketing? Je préfère parler de stratégie. Oh, parlons de stratégie et sans autre forme de procès. Parlons effectivement de stratégie d'entreprise parce que les entreprises de la tech se tournent vers le ciel. On vous l'a déjà un petit peu dit. Pour d'une part, Apple a annoncé en grande pompe le fait que les iPhone 14 allaient pouvoir vous permettre de vous sortir des situations les plus difficiles, les plus isolées sur la planète grâce à la connectivité satellite. Mais c'est pas les seuls, Guillaume. Oui, mais tout d'abord, Guillaume, est-ce que tu as acheté un iPhone à ta maman? Parce que comment tu fais si tu veux lui envoyer des vidéos? Tu sais, il n'y a pas moyen autrement. Des vidéos à ma maman? Alors non, je lui envoie des vidéos et pourtant elle n'a pas d'iPhone. Comment? Par SMS, tout ça. Non, mais je sais pas si tu as vu passer... Donc c'est Tim Cook qui dit en gros si vous voulez envoyer des trucs, voilà, des messages riches à un iPhone, enfin à quelqu'un qui n'a pas d'iPhone, avec un iPhone, alors voilà, achetez-lui un iPhone. Ok, j'avais pas fait le lien. Tu fais le lien avec l'interview qu'il y a eu de Tim Cook où on l'interpellait sur l'ouverture des formats, notamment SMS avec les Android. Donc en gros le RCS c'est mort, hein, c'est pas la peine d'espérer. Mais bon, écoute, c'est pas grave. De toute façon, il vaut mieux que tu lui achètes un iPhone à ta maman, parce que déjà, pas avoir d'Apple Watch, ça te met en danger de mort, hein, selon la com d'Apple. Désormais, sans iPhone aussi, tu es en danger. Parce que ça y est, c'est vrai, ça a été dévoilé, l'iPhone 14 peut communiquer avec des satellites pour envoyer des messages d'urgence. Alors, c'est bien le réseau de Globalstar qui met à contribution à 85% de sa capacité va servir à couvrir les iPhones, désormais le 14 et bien sûr les suivants. Par contre, on est quand même très loin des promesses de SpaceX de T-Mobile, hein, puisqu'il n'y a que la possibilité d'envoyer un signal d'urgence avec un petit texte. Il n'y a pas moyen de recevoir une réponse déjà. C'est pas du tout un service de messagerie. Ça marche qu'à l'extérieur avec une vue dégagée. Ça envoie directement vers les secours le message avec la position et c'est tout. Et d'ailleurs, c'est juste un point parce que tu dis vue dégagée. Ce qui moi m'interpelle vachement, c'est qu'il y a absolument aucune vue dégagée dans les vidéos d'Apple où ils mettent en avant et en scène ce service. Donc ça veut dire quoi une vue dégagée en fait? Il faut voir le ciel. D'accord. Donc si les nuages, ça marche. Alors, je sais pas si ça peut c'est pas ça gêner, ou c'est pas évident, tu vois. Bon. Non, je pense que ça marche, j'espère. En tout cas, ça marche pas au-dessus du 62e parallèle non plus d'ailleurs. Mais bon, ce service commencera en novembre pour l'Amérique du Nord. Ce sera gratuit pendant 2 ans. Après quoi, il est quasi certain qu'il faudra souscrire en abonnement ou peut-être que ça s'introduit dans Apple Care. Hein, ça, je sais pas. Perso, je m'attendais un petit peu plus ambitieux, bizarrement. Tu sais, tout ce buzz qu'il y avait autour de la fonction, les annonces de la concurrence aussi. Je suis manifestement pas le seul, hein, puisque Huawei a voulu lui aussi lancer un service satellite. Et il se trouve d'ailleurs qu'il est même tout petit peu plus développé que celui d'Apple pour le moment, puisqu'il permettra sur les Mate 50 d'utiliser la constellation Beidou pour envoyer des SMS sans aucune autre couverture réseau. Des SMS générales, j'ai l'impression, c'est-à-dire pas seulement des trucs d'urgence. Mais c'est pas encore complètement clair. En tout cas, le Mate 50 ne serait pas non plus en mesure de recevoir une réponse, donc ça reste cantonné à peu près aux mêmes usages qu'Apple. De toute façon, le Mate 50 sortira pas aux US, donc il n'y a pas vraiment de concurrence entre les deux, mais bon, voilà. Donc on mesure quand même aussi... C'est peut-être plus facile aussi d'ouvrir des échanges textes un peu généralistes à un parc de Huawei P50 qu'à un parc d'iPhone. Je me dis c'est peut-être moins d'appareils, tu vois. Bon, je me rends pas compte, mais ça dépend des marchés, tu me diras. Encore analyse marketing. Ouais, pardon. Je sais pas. Enfin, en tous les cas, le Mate 50, voilà, ça sera à peu près effectivement les mêmes trucs, quoi. Hein. Et c'est là qu'on mesure à quel point la promesse de T-Mobile d'une connectivité Internet généraliste, absolument partout, même faible, est ambitieuse, surtout quand on la prévoit pour l'année prochaine. C'est quand même ce qu'ils font. C'est assez frappant, je trouve, aussi le tournant un peu anxiogène que prend la com d'Apple, qui s'oriente carrément vers la protection de la vie, de ta vie, de ta personne. Rien que ça. J'ai eu plusieurs retours de cet ordre-là. Pendant même la conférence, on me disait, mais qu'est-ce que c'est anxiogène entre les accidents de voiture, etc. L'Apple Watch veille sur toi, sur ton cœur, voilà. Donc, si t'as pas d'Apple Watch, évidemment, en creux, ça veut dire que t'es en danger. Avoir un iPhone, ça te permet d'appeler les secours si t'es perdu dans la pampa ou après un crash d'avion, plutôt que de mourir de soif après avoir mangé les autres passagers. Ce qui va t'arriver inévitablement si t'as le malheur d'avoir un smartphone Android, Apple te protège dans un monde plus incertain, plus dangereux.
Après, c'est dans l'air du temps, hein, tu vois, c'est la fin de l'abondance, c'est la fin de l'insouciance, c'est la fin des évidences. Ouais, alors je trouve que c'est toujours, enfin, on peut pas les taxer non plus de mettre en avant ce type de fonctionnalité. Ils ont bien besoin de se différencier. Et puis c'est très compliqué maintenant de se différencier sur les autres fonctionnalités de ce type d'appareil. Après, est-ce que les gens retiennent que parce que tu n'as pas d'Apple Watch ou parce que tu n'as pas d'iPhone, t'es en danger de mort? Bon, je sais pas si c'est si simple, mais bon, c'est des arguments qui ont l'air de effectivement convaincre une partie de la population en leur disant, bah oui, avec ces produits-là, vous êtes plus en sécurité. Évidemment, il faut prendre tout ça avec beaucoup de recul et de mise en perspective. Ça, c'est une certitude. On continue du coup, Guillaume, parce que tu voulais qu'on parle notamment de OneWeb pendant qu'on parle des satellites, justement. En fait, globalement, la communication satellite, c'est vraiment très à la mode. Elle se démocratise finalement plutôt rapidement. Regarde, il y a les bateaux de croisière déjà qui s'équipent. Il y a la flotte de Royal Caribbean qui va se munir de Starlink pour du haut débit en pleine mer. Plus question de rater son streamer préféré en vacances, hein, faut pas déconner. Et bon. Ou la conférence Apple pendant que vous êtes Ou la conférence Apple, ou alors tu pourras faire des appels vidéo sur l'iPhone de ta maman, ça devient aussi possible. Donc c'est qu'un début effectivement OneWeb. Alors OneWeb, lui, il paye le prix fort quand même de la guerre en Ukraine, puisque voilà, il veut devenir un concurrent de Starlink, c'est clair. Après, pour l'instant, c'est vrai que l'annulation de tous les vols Soyuz à cause de la guerre va lui coûter 229 millions d'euros pour 36 satellites, qui ne seront sans doute jamais lancés, hein, tout simplement. Par contre, ce que peut-être, voilà, ça s'est passé cet été, mais bon, peut-être ça a été raté, c'est que OneWeb va être racheté par Eutelsat. Eutelsat, une boîte française. Donc le deal sera fait en 2023, il date du mois de juillet, plus ou moins. Eutelsat rachète 100% de OneWeb. Donc ces actionnaires, en fait, recevant des actions Eutelsat. OneWeb est valorisé à 3,4 milliards de dollars et ça va permettre à Eutelsat en fait de pivoter de la télé par satellite à la connectivité. Voilà, c'est son souhait en tout cas, puisque son business historique est en déclin. Donc il va investir 800 millions par an pour la constellation jusqu'en 2030. Apparemment, le déclin de la TV satellite est assez rapide parce que Telsat, il est très très pressé. Il a déjà lancé un appel d'offres pour 400 satellites de nouvelle génération par rapport à ceux que OneWeb fabrique déjà et a déjà envoyé. Donc les appareils actuels sont faits par Airbus. Rien ne dit que ce sera le cas d'ailleurs pour les prochains. Bon, le gouvernement anglais conserve aussi sa grosse part de OneWeb, hein, et la Banque publique d'investissement française a aussi pris une grosse part de Telsat. Donc voilà, il y aura d'ailleurs des méfiances à Bruxelles sur les questions de souveraineté. Du fait que la constellation ne sera finalement pas tout à fait européenne, hein, puisqu'elle est en grande partie anglaise. Bon, en tout cas, la constellation nouvelle génération est prévue pour une entrée en service en 2027-2028. Et plus près de nous, OneWeb teste aussi la communication avec les téléphones 5G, avec l'université du Surrey. Le but, c'est de tester des petits relais en orbite basse, en fait, qui assuraient la connexion avec la constellation elle-même plus haut. Alors, c'est vraiment dans l'air du temps, hein. Les Belges de Bix veulent donc s'associer à Link, pour faire pareil, en fait, hein, exactement la même chose. Et de son côté, le projet Loon de Google, alors je sais pas si vous vous souvenez du projet Loon. Oui, c'était les ballons, hein, c'est ça, c'est pas les satellites, c'est plus bas, c'est les gros ballons stratosphériques. À l'époque, effectivement, c'est Loon comme ballon, donc c'était des ballons stratosphériques qui pouvaient relayer comme ça les communications. Loon vient de muter pour devenir une boîte un peu indépendante, en tout cas, elle s'appelle Aliria, donc c'est bizarre, c'est 2A, LY et RIA, et elle se vante de savoir utiliser des faisceaux laser, mais vraiment comme personne, hein, pour améliorer les communications sur Terre, mais aussi dans l'espace. Donc oui, leur spécialité, c'est les tight beams, les faisceaux serrés, et ces faisceaux serrés seraient même utilisables sous la pluie, ou dans du brouillard, et ça serait 100 à 1000 fois, quand même, hein, plus rapide que ce qui se fait aujourd'hui. Sous-entendu, Starlink, c'est déjà has-been, nous on a une techno qui est vachement mieux. Bon. Donc, l'Internet spatial est en train d'exploser, hein. En plus de tout cela, évidemment, on a pas mentionné aussi Kuiper, de Blue Origin, et on a désormais aussi la société AST, qui veut lancer sa constellation, des constellations de satellites qui s'appellent des Bluebird, qui veulent eux aussi une connectivité 5G. Parce que maintenant, il y a d'une part la connexion Internet, puis après la connexion 5G avec les téléphones. Or, on en avait déjà discuté, c'est pas la même chose. Techniquement, c'est des contraintes différentes. La connectivité avec des téléphones, comme c'est les téléphones, évidemment, ils ont pas une puissance très forte, ça nécessite des sensibilités extrêmement élevées, et donc des très très grosses antennes. Et donc des satellites qui sont avec des très grosses antennes, très gros, qui seront très brillants et qui du coup désespèrent complètement les astronomes. Parce que les Bluebird, par exemple, auront des antennes qui feront 64 mètres carrés. 64 mètres carrés, c'est le tiers d'un terrain de tennis quand même, hein. C'est peut-être plus grand que votre appart, donc c'est quand même assez vraiment vraiment grand, quoi, hein. Et on sait que les Starlink, qui sont pourtant tout petits, posent déjà problème. Et donc t'imagines une surface réflective de cette taille, 60 mètres carrés à seulement 500 km d'altitude, ça pourrait, quand elle est bien éclairée par le soleil sous le bon angle, elle pourrait devenir plus brillante que n'importe quelle étoile ou planète, quoi. Donc, et ça, il faut en imaginer qu'il y en aurait des centaines, au moins, dans le ciel.
il y a aucune régulation sur la surface d'antenne ou sur la luminosité d'un satellite, donc en un mot, ça part en couille, on peut le dire, ça part en vrac, quoi. La FCC vient à peine d'amender une règle des années 90 qui demande à un opérateur de désorbiter son satellite 25 ans après. Bon là, ils viennent de changer la règle pour 5 ans. Bon, voilà, pour réduire un petit peu le nombre de poubelles orbitales. Mais c'est vrai que finalement, l'espace reste encore une sorte de gros Far West, very very Far West, mais bon, voilà, toujours un petit peu, quoi. Et du coup, on peut même aller plus loin, se poser carrément la question de cette nouvelle fuite en avant, parce que connecter tous les téléphones du monde par satellite, est-ce qu'il y a vraiment un besoin ? Tu vois, ou est-ce que c'est juste un moyen de se différencier pour les marques, comme tu le disais, hein, parce que voilà, c'est difficile de se différencier, on crée un nouveau service, voilà, pour se différencier de la concurrence seulement. Avec le nombre de stations qu'il y a déjà sur Terre, est-ce qu'il y a vraiment assez de cas d'usage ? Je veux dire, le téléphone satellite existe depuis longtemps et il a très peu d'utilisateurs en vrai. Est-ce que il vaudrait pas mieux rajouter par-ci par-là encore quelques couvertures terrestres ? Tu vois, est-ce que ça vaut le coup de tuer l'astronomie au sol déjà ? Parce que c'est le chemin que ça prend. Hein. Si on se termine avec une demi-douzaine de compagnies et 12 000 satellites aussi brillants que Vénus, c'est fini, hein, l'astronomie au sol à mon avis. Hein, je sais pas comment ils vont faire. Donc au-delà, est-ce que ça vaut le coup, tu vois, en ressources ? Parce que c'est pas gratuit, il faut les fabriquer, il faut les monter là-haut, tous ces satellites, il faut les renouveler régulièrement, parce que clairement, 10 ans, à mon avis, tu les jettes. Donc oui, ça fait rêver, ça me fait rêver comme tout le monde, je veux dire, d'avoir un téléphone qui peut faire un téléphone satellite dans la poche, c'est génial. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup par rapport à l'usage, à la fréquence des usages, on peut quand même se poser la question. Ouais, c'est intéressant parce qu'on avait eu cette réflexion déjà sans pouvoir forcément apporter beaucoup de réponses, même si on a un parti pris, je pense, dans les générations de réseaux, la 5G qui remplace la 4G. C'est pas si simple, il faut pas prendre une évolution, par exemple, de l'arrivée de la 5G comme étant une exigence d'aller plus vite. C'est aussi l'évolution naturelle du réseau, aussi pour lutter contre l'encombrement, etc. Donc, on est vraiment sur une approche avec la 5G qui est une évolution. 5G, si je devais défendre la 5G, je dirais, elle est utilisée par tout le monde. Oui, tu vois, tout le monde, tous les jours. Mmh. Alors que la téléphonie satellite, qui en a besoin et quand ? C'est extrêmement rare en comparaison. Donc c'est vraiment un déploiement technique très important pour, je sais pas. Et d'ailleurs, dans l'épisode de la semaine dernière où on a relayé un petit peu les différentes annonces Apple avec Benjamin Vincent, avec Tom, à un moment a été abordé le pourquoi est-ce que les opérateurs de réseau, les Orange, SFR, les T-Mobile, etc., T-Mobile, pardon, AT&T et compagnie, ne regardent pas avec plus d'inquiétude ce qui se passe au niveau de la connectivité par satellite. Je pense que tu es en train de dessiner la réponse quelque part. C'est que il n'y a en rien une concurrence à long terme qui puisse leur faire peur parce qu'on est sur une approche très différente de la connexion et qui concerne un nombre plus limité de personnes. C'est peut-être ça la réponse. Ouais, je sais pas exactement. Là, si tu veux, ça a l'air quand même que justement, comme Apple le fait, tout le monde essaye de rattraper, donc du coup, ça... J'ai l'impression qu'on assiste à une flambée quand même un petit peu. Je sais pas à quoi ça va aboutir au final, mais c'est le début d'une flambée d'un nouveau truc, quoi. J'ai l'impression. Bon, en tout cas, l'accélération va peut-être continuer, peut-être qu'il va y avoir une consolidation, ça va être intéressant à suivre. Ce qui va être intéressant aussi à suivre, c'est les choix pour l'informatique, pour les composants, Guillaume, pour les processeurs qui vont faire tourner tout ça. Oui, rapidement, grosse réussite pour SiFive qui utilise donc l'architecture RISC-V, puisque la NASA l'a choisi pour équiper ses prochains vaisseaux spatiaux. Donc RISC-V, en fait, c'est un petit peu comme ARM. C'est ton petit bébé, ton petit chouchou, on va dire. Mais oui, c'est un petit chouchou si on veut. Mais ouais, si on veut, parce que effectivement, c'est comme ARM, donc c'est une architecture de processeur pour plein d'usages différents, vous pouvez vraiment mettre partout où vous voulez, mais c'est aussi d'ailleurs le langage que parle CPUs, mais à la différence d'ARM, c'est gratuit. Il n'y a pas de licence à payer, il n'y a pas de souci si on veut customiser un truc, et c'est vraiment sympa quand même. Déjà, il y a déjà des compagnies d'ailleurs qui parient sur RISC-V, qui est une architecture relativement jeune comparée aux autres quand même, mais qui est déjà plutôt compétitive. Et parmi elles, il y a SiFive, qui est une des plus connues, et qui vient de remporter le pompon de la NASA, le X280, qui prend ce qu'ils appellent le HPSC, le High Performance Space Flight Computer, un ordinateur de vol haute performance donc. Et c'est vrai que cette puce 8 cœurs quand même promet 100 fois la puissance des anciennes machines. Donc c'est vraiment cool, et c'est vrai que c'est bien d'adopter une architecture qui soit complètement ouverte, qui pourrait être personnalisée, optimisée par les chercheurs, les scientifiques, dans toutes les universités du monde, pour les besoins spécifiques. Ils auront une base commune pour développer et optimiser tous les algos et tout ça pour les prochaines missions. C'est quand même pas mal.
Top, c'est rigolo de voir tout ce qui est embarqué dans ces technologies, dans ces changements. Accélération, est-ce que dans 10 ans, quand on fera les Tech Cafés rétrospectifs, plutôt dans 20 ans, on verra cette flambée vers l'espace comme étant quelque chose qui a fait flop, ou est-ce que ça a conditionné l'avenir? On verra ensemble. En attendant, on va parler d'autres sujets, un petit peu moins tournés vers le ciel, plus près de nos appareils et plus près de nos données. Tu voulais commencer cette section avec, forcément, on pouvait pas passer à côté du scandale méta de la semaine, en sachant que on est quand même là sur une situation assez ubuesque et particulièrement drôle, même si c'est évidemment un humour très noir, parce qu'on a assisté à des témoignages d'ingénieurs de Facebook, d'ex-ingénieurs de Facebook, qui sont assez peu valorisants sur la manière dont est documentée l'infrastructure interne de Facebook et la gestion des données, Guillaume. Des fois, tu lis des trucs dans les news et qui te sidèrent où la réalité dépasse un peu la fiction, quoi. Alors, Meta a plutôt l'habitude des procès, quand même, hein. Des amendes, des condamnations, tout ça, ça va, quoi. Donc, et encore la semaine dernière, d'ailleurs, les Irlandais jugeaient qu'ils avaient enfreint le RGPD avec les réglages des données personnelles des enfants sur Instagram. Bon, les comptes des mineurs qui étaient jusqu'à il y a peu, enfin jusqu'à un an, je pense, à peu près, étaient par défaut publics, apparemment. Le problème qui vaut 405 millions d'euros d'amende à Meta, qui peut encore faire appel. Puis bon, ça c'est un procès, voilà. Puis bon, il y a aussi les procès fleuves, tu vois, les procès fleuves. Alors les fleuves, parfois impétueux, parfois tranquilles, ils serpentent de méandre en méandre, quoi. Et leur flot charrie souvent beaucoup de boue, mais parfois ça déterre de véritables perles, tu vois, des pépites. Par exemple, le procès Cambridge Analytica. Et oui, on en parle depuis 4 ans. La Cour avait ordonné à Facebook de fournir toutes les données qu'ils avaient sur les plaignants. Bon, et Facebook a fourni tout simplement, en gros, les infos que tu peux avoir via la fonction web, tu sais, download my info, voilà, ce genre de truc. Et la partie civile a trouvé ça un peu court. Ils en voulaient plus. Et la question s'est alors posée naturellement, plus oui, mais quoi? Et donc, on a posé la question à 2 ingénieurs vétérans de chez Facebook, quelles sont précisément les données collectées par Facebook sur ses utilisateurs et où est-ce qu'elles sont stockées. La réponse a été, je cite l'un d'eux, je ne crois pas qu'il existe une seule personne qui puisse répondre à cette question. Et il continue. Il faudra regrouper plusieurs équipes du département de pub pour suivre précisément où les données transitent. Donc en substance, Facebook est une usine à gaz dont personne ne sait exactement comment elle tourne ni où vont les tuyaux. Sidérés, eux aussi, les juristes ont continué à lui poser des questions à ce gars. Il faut bien que quelqu'un, quelque part, ait au moins un schéma de, je sais pas, de comment les données sont stockées, de comment ça marche, je sais pas, de la doc. Et bon, le même ingénieur répond, imperturbable, « Nous avons une culture d'ingénieur étrange comparée à la plupart. On ne génère que très peu de documentation, en fait, le code est sa propre documentation le plus souvent. Si ça peut vous rassurer, continue-t-il, ça m'a terrifié moi aussi au début. » Fin de citation. Je n'invente rien. Très honnêtement, j'étais à deux doigts de penser que Facebook jouait les idiots exprès pour ne pas avoir à dévoiler quoi que ce soit. Mais il semble qu'en fait, tout ça corrobore un mémo interne qui avait fuité en avril dernier. Et Motherboard l'avait publié et on y trouvait un peu le même aveu. Nous n'avons pas un niveau adéquat de contrôle et de compréhension de comment notre système utilise les données. On pouvait y lire. Donc la métaphore qu'ils utilisent, c'est encore pire finalement, ils imaginent que les données des gens sont une bouteille d'encre qui mélange un peu tout ce qui peut être récolté, et que tu verses dans un lac, et puis après l'encre s'échappe dans toutes les directions. Parce que les systèmes en fait ont été conçus comme ouverts, et la culture aussi était complètement à l'ouverture. Donc Facebook a une vague idée de ce qu'il raconte, par contre, après, où ça part exactement, mystère. Donc je suis partagé entre sidération et rire nerveux, surtout à l'idée que Facebook n'est très certainement pas la seule boîte à fonctionner de cette manière complètement chaotique. Ouais, c'est sûr. Quand on voit que d'un côté Twitter, on reprochait que tout le monde ait trop la main pour accéder en interne chez Twitter. On en a parlé il y a quelques épisodes. Trop la main pour aller voir trop facilement la donnée. Et encore, je suis pas sûr que ça couvre beaucoup plus d'éléments que ce dont on parle là dans le cadre de Facebook. Et puis là où on se rend compte qu'en interne dans Facebook, on sait pas trop ce qui se passe. Et ben c'est pas forcément rassurant. Et puis peut-être qu'il pourrait y avoir des réactions du style oui, mais la nature de Facebook est assez différente des autres services, donc peut-être qu'on peut imaginer que la façon de le développer est pas bon. Et ces arguments ils tiennent pas parce qu'en fait très rapidement des entreprises comme Facebook doivent, et on le voit bien avec l'exemple présent, se soumettre à des besoins légaux, à des besoins de compréhension auprès du grand public, et donc forcément ça tient pas quoi. Justement, les États-Unis, Guillaume, au niveau de leur gouvernement, essayent de réfléchir à comment mieux réguler la tech, à comment mieux encadrer les usages qui débordent un petit peu avec 6 principes. Ben ouais, la Maison-Blanche a enfin publié donc une liste de 6 principes qu'elle compte faire appliquer pour réguler le secteur tech. Bon, en résumé, il y a renforcer les règles antitrust, créer une sorte de RGPD au niveau fédéral, protéger les enfants online, les données personnelles et aussi les contenus inadaptés ou dangereux, bien sûr.
Et aussi réformer la 230, la section 230, en limitant la protection qu'elle offre aux plateformes, et accroître la transparence des algorithmes, aussi bien pour les recommandations que pour la modération de contenu, etc. Et sur ça, là, on sait d'ailleurs interdire aussi tout algorithme discriminatoire. Bon. Alors, tout ça, c'est pas gagné du tout. Vraiment, hein. Amy Klobuchar, elle-même, avait dit qu'elle faisait face à des assauts de lobbying quand même assez intenses, puisqu'elle aurait eu 2 avocats et de son côté, et les GAFAM en auraient 2800. Bon, on a vu passer des chiffres de 80, 90, 95 millions de dollars dépensés pour lutter contre tous ces trucs. Bon, c'est pas très étonnant, mais au-delà de ça, le paysage politique américain est toujours très très divisé, et chacun de ces 6 principes, en fait, est un challenge en soi à faire passer. Donc, il y a l'inconnu de l'élection de mi-mandat, le 8 novembre, hein, où la Chambre des représentants et un tiers du Sénat sera renouvelé. Ça pourrait tourner moins mal qu'on le craignait finalement pour Biden, mais bon, c'est rien à gagner. Et d'après un article de Fortune, les sons de cloche divergent en fait sur le fait qu'ils ont le bon nombre de votes ou pas pour faire passer déjà ne serait-ce que le volet antitrust. Donc la partie protection de la vie privée par exemple fait face à des divergences même parmi les démocrates. Puisque certains la trouvent trop faible en fait, la loi fédérale la trouve trop faible parce qu'elle aurait la priorité par rapport aux certaines législations qui sont déjà en place comme en Californie. Donc sur la 230, il n'y aura aucun point de rencontre entre les deux parties. Ils sont seulement d'accord sur le fait qu'il faut la changer, hein, mais certainement pas sur comment. Et sur les algorithmes, c'est clairement pas le domaine le plus simple, hein, étant donné que c'est encore celui qui change le plus vite et en permanence. Des nouveaux algos tout le temps, des machine learning qui apparaissent, voilà, des nouveaux algos tous les jours qui apparaissent, voilà, et c'est pas toujours très bien maîtrisé, pas toujours très bien compris d'ailleurs aussi. Bon, après, voilà, on souhaite nous que le sujet avance, évidemment. La tech a une puissance très concentrée aux US, ce serait pas mal que la société civile reprenne un peu la main quand même. Ouais, sur les 6 principes, je me demandais, Guillaume, est-ce que ce qu'on a dans les notes de l'épisode et qui est relayé, c'est l'intégralité de ce qui a été présenté par la Maison Blanche, ou est-ce qu'il y a d'autres documents? Parce qu'en soi, je trouve que ça ressemble quand même à beaucoup de notes d'intention et il y a beaucoup de vers où on veut aller, mais pas beaucoup de comment. C'est peut-être pas le lieu, hein. Peut-être que j'interprète les 6 principes comme étant un peu vagues, mais il y a d'autres éléments derrière. Oui, non, mais il y a d'autres éléments parce qu'en fait, chaque loi est débattue par chaque partie et voilà, il y a des combats en fait sur chaque point, quoi. Ok, ça mérite de le creuser. Et tu nous disais effectivement que la tech était plutôt pour le moins centralisée, c'est ça? Concentrée, Guillaume? Ah concentré, oui, la tech est concentrée, et même super concentrée aux États-Unis. Alors, il y a un truc qui le démontre bien, qui m'a presque surpris, même si je m'y attendais un petit peu, c'est que le pays compte 53% de tous les data centers du monde. Ah ouais. Donc le reste sera à peu près à égale partie entre la Chine, l'Europe et le reste du monde. Donc c'est un chiffre qui m'a quand même un peu étonné, mais moins que celui-là. L'État de Virginie, donc voilà, l'État américain de Virginie, a sur son sol un tiers de tous les data centers américains. Soit un tiers de plus de la moitié des data centers mondiaux, donc c'est-à-dire qu'il y a plus en Virginie de data centers que dans toute la Chine, ou dans toute l'Europe. Et encore, ça concerne qu'un petit nombre de comtés de cet État de Virginie, ça forme ce qu'on appelle la Data Center Alley, comme on a la Silicon Valley, et tout le monde pratiquement y est, quoi. Amazon, Microsoft, Google, Meta, ByteDance, voilà. D'ailleurs, Amazon, Google et Microsoft aura eux seuls 130 data centers, soit 16% de tous les data centers mondiaux. Comme prévu, la Chine, elle est relativement autonome, c'est-à-dire que les services chinois tournent sur des data centers chinois, pas de problème. Et en Europe, on a une concentration aussi, d'ailleurs, en Irlande et aux Pays-Bas. Bon, il y a des lieux qui combinent qui ont des bonnes combinaisons de facteurs, quoi, tu vois, peu de risque de cata naturelle, une bonne grille électrique, de l'énergie pas trop chère, du terrain pas trop cher non plus, et pas trop loin des gros bassins de population, pas trop loin de la demande, hein, si tu veux. Et bien entendu, des politiques de subvention attrayantes, voilà, des facilités octroyées par les pays, etc. Bon, la Virginie, c'est quand même un cas à part, hein. Il y a tellement de data centers que justement, les projets pour en construire d'autres se heurtent à des problèmes de disponibilité de l'eau et de l'électricité. En Irlande aussi, d'ailleurs, on craint les coupures, si ça continue comme ça, à ce rythme, mais bon, il semblerait que la tendance soit plutôt à la déconcentration, donc d'ailleurs, on va en construire un petit peu partout. Alors ça se déconcentre, mais ça ralentit absolument pas, parce qu'on s'attend à une croissance annuelle de 5% pour le marché donc, du centre de données à l'échelle mondiale. Je regardais en parallèle, parce qu'évidemment, je suis très mauvais en géographie, donc j'aurais absolument pas pu le savoir, mais j'aime bien me donner comme ça des repères visuels. Je regardais la surface de la Virginie, c'est 1/5 de la France. On va dire, allez, c'est une Grosse-Bretagne, quoi. Donc dites-vous que dans cette Grosse-Bretagne, il y a un tel niveau de concentration de serveurs des États-Unis, du coup.
Impressionnant. Moi, ça me donne le tournis en fait quand je fais ce rapport-là. Mais bon. Autre chose, l'intervention du coup de l'Europe qui voudrait justement être un petit peu plus proche des entreprises de la tech américaine pour jouer un petit peu d'influence et peut-être faire rayonner ses besoins en matière de régulation, Guillaume. Ouais, ça essaie de légiférer aux États-Unis, en Europe aussi. Hein, la Commission européenne, qui sait bien à quel point donc la tech est concentrée aussi en Californie, au niveau des sièges sociaux, a ouvert un bureau à San Francisco, un bureau qui sera dirigé par, selon le tweet, par un des architectes des DSA et des DMA, bon, non précisé, donc cela dit. On verra à quel point ça aide, je cite, d'être au cœur du réacteur. En attendant, la Commission a des projets dans le domaine du droit à réparer et de l'IA. Donc, pour le droit à réparer, l'idée, ce serait d'étendre la durée de vie d'un smartphone à 5 ans minimum, quoi. Donc, ça serait la durée de la disponibilité obligatoire d'un certain nombre de pièces de rechange. Il y aurait jusqu'à 15 types de pièces différentes qui seraient concernées, de la batterie, bien sûr, mais aussi l'écran, le slot mémoire ou le SIM, microphone, appareil photo, port USB, etc. Il y aurait aussi la doc sur comment changer ces pièces, qui devraient être disponibles 7 ans. Et par ailleurs, les fabricants ne devront pas laisser tomber non plus logiciellement le téléphone. Il faudrait des mises à jour de sécurité pendant 5 ans et des mises à jour fonctionnelles pendant 3 ans. Donc les constructeurs sont pas enchantés, parce qu'ils évoquent déjà une surproduction de pièces qui sera au final probablement non utilisée, qu'il faudra donc détruire en pure perte et dont le coût se répercutera sur l'acheteur. Donc voilà, Xiaomi pointe aussi du doigt que certaines mises à jour peuvent dépendre de tierces parties qui peuvent ou pas faire le suivi des composants. Bon, oui c'est compliqué, mais enfin bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si tu t'arrêtes parce que c'est compliqué, tu pourras jamais rien faire, quoi. Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens ? Est-ce que tu penses que c'est suffisant ? Oh là, pardon, excuse-moi. Je ne sais pas pourquoi je voulais faire une manip sur Skype et j'ai déclenché une copie d'écran que je ne voulais pas faire. Désolé, Guillaume, t'as peut-être entendu un clic-clac dans Skype. J'ai entendu des C'était trucs, très bizarre. C'était très bizarre, ne t'inquiète pas. Tout est enregistré, tout va bien. Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens ? Moi, c'est ça la question, c'est que oui, évidemment, quand on voit que les entreprises, elles sont pas hyper enthousiastes à l'idée de devoir payer des stocks de pièces, etc. Est-ce que tu penses que, parce que c'est pas parce qu'elles sont pas contentes que c'est forcément bon pour la planète et bon pour les utilisateurs. Est-ce que tu penses que ça va porter ses fruits, ce type d'action ? Bah oui, je pense oui, parce qu'effectivement, faire réparer un téléphone plutôt que de le changer, oui, c'est toujours bien. Enfin, ça part quand même de bons sentiments. D'autant plus que les téléphones ne vieillissent pas si vite, plus si vite. À une époque, oui, ça allait beaucoup plus vite, le changement était beaucoup plus rapide. Maintenant, tu peux garder un téléphone fonctionnel pendant longtemps. Le mien, il doit avoir déjà 5 ans, d'ailleurs. Et ma femme a fait changer déjà la batterie et la caméra de son téléphone et elle le garde, et il a le même âge. Donc oui, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je trouve que que ça va dans le bon sens, oui. J'ai croisé justement aujourd'hui un collègue que j'avais pas vu depuis quelques temps et on parlait des smartphones justement, et il me disait que le smartphone que je lui avais conseillé, un OnePlus, il y a de ça plus de 5 ans maintenant, je crois ça tournait toujours super bien pour lui. Écoute, j'en suis ravi. Et puis la question sur la régulation de la tech, comme je le disais en intro, porte aussi sur l'intelligence artificielle. S'il y a bien un sujet dont on parle régulièrement dans Tech Café, c'est des algorithmes qui évoluent en matière d'intelligence artificielle et les implications que ça peut avoir. Justement, Guillaume, une petite tentative d'encadrement sur ce sujet. Est-ce que ça paraît légitime et est-ce qu'on peut le faire efficacement ? Alors évidemment, c'est difficile aussi, ça c'est clair. Donc l'Europe commence à réfléchir à imposer des règles donc aux algorithmes multi-usages de ce type. Donc ils appellent ça les GPAI, donc General Purpose Artificial Intelligence. Ça se pose immédiatement la question du coup de savoir ce qu'on entend par General Purpose, voilà, donc d'usage général. Probablement pas les IA généralistes qu'on évoque parfois comme étant le point ultime des IA, la singularité, Skynet et tout le bordel, non. Probablement plus des modèles qui ont une grande variété d'usages. Alors des usages dans une pluralité de contextes si on regarde, mais c'est vague, ça reste très vague en fait. Est-ce qu'on parle d'un algorithme entraîné, tu vois, déjà entraîné comme Imagen ou Midjourney, qui ne fait qu'une seule chose d'ailleurs, créer des images, mais qui peut le faire dans une pluralité de contextes aussi, quelque part. Ou bien des modèles plus abstraits comme les GAN, ou les transformers, ou les modèles de diffusion, qui sont des trucs plus théoriques en fait, mais qui sont, qui sont des briques fondamentales aussi pour faire d'autres algorithmes. Ou bien est-ce que c'est des trucs plus spécifiques comme GPT, tu vois, GPT-3, est-ce qu'on prend les données d'entraînement ou pas ? Bon, ça part compliqué cette histoire, Et à la base, on comprend la démarche, c'est sûr. Mais du coup, le secteur se développe à une vitesse vertigineuse et les algos sont d'une puissance très, très impressionnante. Les ingénieurs de chez Midjourney annoncent qu'il y aura des améliorations significatives tous les 2 mois, pendant au moins encore 6 mois. Donc, la mission souhaite que les algorithmes respectent des standards en termes de transparence, de cybersécurité, de respect de la vie privée et tout ça. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, et pour le moment, il semble que le monde de l'open source soit pas à l'abri d'ailleurs aussi des nouvelles contraintes et des nouvelles responsabilités que ça implique.
Et je comprends, on aimerait qu'un un modèle de langage géant qui soit utilisé par une boîte qui pèse des milliards par des centaines de millions d'utilisateurs soit raisonnablement sûr, tu vois. Qu'il fasse pas de discrimination, qu'il t'insulte pas, qu'il t'induise pas en erreur, qu'il essaye pas de t'influencer sur ce que tu dois acheter ou ce que tu dois voter, tu vois, ce genre de truc. Bon. Par contre, ce serait quand même problématique qu'un jeune thésard soit attaqué en justice parce qu'on a utilisé un modèle qu'il a implémenté en open source pour créer du porno X ou Y ou je sais pas quoi, tu vois. Même si c'est déjà largement diffusé, tous ces services sont encore très proches d'un travail de recherche. Il y a vraiment très peu de temps entre la phase de publication scientifique et le site public qui alimente 90 fils Reddit où tout le monde poste des trucs, quoi. Ça peut être issu d'algorithmes, tout ça open source et de publications ouvertes, comme Stable Diffusion et plein d'autres. Et c'est très bien comme ça. C'est dispo sur GitHub, c'est parfait. Il y a aussi le code de diffusion d'OpenAI d'ailleurs sur GitHub. Il y a aussi Bloom, qui est un modèle de langage open science qui comprend 46 langues, qui a été entraîné par le CNRS. Est-ce que ces trucs, est-ce qu'ils pourraient être inquiétés en cas d'usage problématique de leur modèle? Tu vois, vu la formulation assez vague encore du texte actuel, c'est pas impossible et c'est un peu inquiétant. Donc encadrer, réguler, c'est pas un souci en soi, mais il faut faire gaffe aux détails, quoi. Et parfois, trop de régulation, ça avantage les plus gros, paradoxalement. Parce qu'eux, ils peuvent respecter, alors que les petits ou les moyens, c'est plus difficile. Donc le AI Act, il va être délicat à finaliser, parce que le diable, il est partout, en fait. C'est ça le problème, il est partout, le diable. C'est tellement un sujet qui sort des sujets qu'on a l'habitude de traiter dans le monde de la tech. Il y a quelque chose de beaucoup plus complexe, j'ai l'impression, et voilà, ce sera sans doute pas simple d'intervenir dessus, et c'est bien qu'on se pose la question. Alors justement, on va changer de rubrique parce que la transition est toute trouvée, à croire une fois de plus que ce conducteur a été savamment préparé en amont de l'enregistrement de l'épisode, parce qu'on va parler encore une fois de ces algorithmes qui génèrent des images sur la base des prompts, sur la base donc des petites instructions texte. Écoutez les précédents épisodes de Tech Café pour bien comprendre de quoi il s'agit, mais là Guillaume, vraiment je t'en veux. Quand tu as préparé le conducteur et que j'ai pris le temps de repasser les articles, forcément je suis tombé sur ce sujet. Et crois-moi, j'ai eu peur. Alors, ça m'a pas empêché de dormir, j'ai pas fait des cauchemars, mais je t'assure que je me sentais très mal à l'aise. Et j'ai vu le scénario d'un bon film d'horreur commencer à se dessiner sous mes yeux. Guillaume, fais-nous peur. Non. Mais c'est vrai que ça revient sur ce sujet, donc sur le sujet principal de la semaine dernière. C'est peut-être la première creepypasta issue d'un tout nouveau domaine qu'on appelle désormais l'art génératif, c'est-à-dire les images qu'on peut produire avec Midjourney, DALL-E, Disco Diffusion et compagnie. Donc c'est présenté sur Twitter comme une sorte de fantôme en fait, qui hanterait l'espace latent de l'intelligence artificielle. Donc elle a les traits d'une vieille femme vraiment flippante qui contaminerait toutes les images de manière horrible ou juste glauque. Et elle a été baptisée Lob. L-O-A-B. Je regarde l'article, j'ai peur. Tu peux. Alors, le fil Twitter de Super Composite, le découvreur ou la découvreuse, je sais pas, de Lob est jalonné d'images vraiment perturbantes et elles sont vraiment très réussies. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment très philippantiaques, sont vraiment magnifiques. Honnêtement, c'est impressionnant. Mais bon, il faut quand même garder l'esprit de truc, c'est que Lob n'existe pas. Je veux dire que c'est le nom que Super Composite a donné à son image de départ. Mais c'est évident que si tu mets le prompt Lob dans l'IA, elle va pas te sortir la femme du tout. Lob, c'est une création de Super Composite. Alors le processus est marrant, mais je pense pas qu'il faille y voir quelque chose de vraiment profond. Je suis pas du tout sûr qu'on soit en face de quelque chose de remarquable au niveau structurel dans l'espace du modèle, quoi. Qui est d'ailleurs un modèle qui est non spécifié. Donc je sais pas si c'est Midjourney ou c'est un autre. Bon, en fait, comment il a fait? Bon, il s'est amusé avec des points négatifs. Les points négatifs sur les mots. Chaque mot-clé peut être pondéré pour donner plus d'importance dans l'image finale aux caractéristiques associées à un mot particulier. Donc c'est relativement intuitif de dire que je donne plus d'importance à un mot, voilà. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire de mettre un poids -1 à un mot? Ça veut dire qu'on exclut, qu'on doit absolument éviter les caractéristiques du mot, je suppose. Ok, mais du coup, si je dis que je veux une pomme, il y a une infinité de manières de représenter une pomme, déjà. Mais si je te dis pomme -1, c'est qu'est-ce qui caractérise l'inverse de la pomme? Qu'est-ce qui est le plus éloigné conceptuellement d'une pomme? Le truc, c'est que n'importe quoi qui n'a pas les caractéristiques d'une pomme est valable. Donc autant dire qu'on obtient une image quasi aléatoire en vrai. Et la manière de Super Composite à procéder montre qu'on est complètement en face d'une image aléatoire. Parce qu'il a commencé par prendre une image telle qu'elle était, l'inverse de Brando. Donc Brando -1. Marlon Brando, je sais pas ce qu'il a voulu dire, mais bon, Brando -1. Ça lui a donné une première image aléatoire, parce que probablement il en a plein, mais bon, il montre une image qui est complètement aléatoire, parce que c'est une sorte de logo écrit n'importe quoi, Digi, Nap, Nix, bon. Et là, il s'est dit, je vais prendre l'inverse de cette image, et ça donnerait Marlon Brando, alors.
Bien sûr que non, puisque on n'a jamais dit qu'aucun de ces processus devait être inversible. Mais bon, il l'a fait. Et en fait, il a même écrit dans le prompt diginapteniptix -1. Donc c'est pour te dire à quel point c'est random. Hein. Et là, il a eu... Non, parce que il a même pas pris l'image. Non, il a pris ce qui avait marqué vaguement dans l'image. Donc il y avait diginapteniptix -1, et là, il a eu l'image de la vieille femme flippante. Enfin, il a eu plein d'images de vieille femme flippante. Il en a pris une, et il l'a appelée Lob, et après il a commencé à la combiner, donc l'image avec d'autres images, ou d'autres prompts, et ça donne toujours des images glauques et moches. Ce qui est parfaitement normal en fait, hein, puisque c'est ce que fait l'algo, c'est-à-dire combiner les caractéristiques d'une image qu'on lui donne avec autre chose, donc soit une autre image, soit des mots. Donc si tu prends une image très très moche et que tu la modules, tu risques d'avoir encore des images très très moches. Donc je pense pas qu'on soit en présence d'une sorte de fantôme qui hante les algos, mais c'est vrai par contre que ça illustre bien le pouvoir de créativité émergente en fait de ces outils. Ouais, c'est ça qui est vraiment intéressant en fait. C'est vraiment des trucs émergents, c'est-à-dire tu t'y attendais pas, parfois t'as vraiment des surprises, des trucs complètement nouveaux que tu peux combiner pour faire des trucs qui sont dans ce cas-là extrêmement glauques et extrêmement réussis. C'est ça qui est marrant. C'est dégueulasse. Mais bon, voilà, c'est pas pour les enfants, hein, parce qu'il y a vraiment des images cauchemardesques quand même. Ouais, ça, vraiment, c'est pas des images que... Bon, même si vous êtes un peu sensible sur les images, n'allez pas vous amuser à les défiler. Évidemment, le comportement qu'induit mon instruction va amener tout le monde à les jeter dessus. Bien sûr. J'en suis persuadé. Ce qui va du coup nous amener à avoir plein de stats sur techcafé.fr. Donc du coup, on sera vraiment ravis. Mais c'est bien évidemment un des épisodes du podcast Distorsion qui va arriver, j'en suis sûr, dans quelques mois. Ce sera un épisode sur l'OP, ça, c'est sûr. Guillaume, est-ce que les intelligences artificielles ne seraient pas tout simplement des gros plagiaires? C'est un peu la question qu'on pose aussi en trame de fond avec ces algorithmes de génération d'images. Écoute, oui, puisque c'est l'art génératif, hein, comme on commence à appeler ça, ça arrive en masse un petit peu partout, à tel point que les sites artistiques qui permettent de poster ces œuvres comme DeviantArt ou ArtStation se retrouvent inondés assez soudainement d'images qui sont toutes générées par des algos variés, hein, et il va bien falloir décider ce qu'on fait de tout ça en fait. Parce que bon, même s'il faut effectivement un petit peu d'effort, voilà, pour aboutir à une image intéressante avec ces nouveaux outils, c'est clair que c'est quand même très différent de dessiner ou peindre ou modéliser une scène complète, et en plus, on n'a pas besoin d'avoir de style, si tu veux. En général, on demande l'image dans le style qu'on veut, directement dans le prompt. On peut même spécifier des noms d'artistes, en fait. On peut avoir le style voulu, je suppose que si tu veux, voilà. Comme Dali, par exemple. Comme Dali, bien sûr, oui, voilà, tu veux une forêt, une femme devant une forêt dans le style de Dali ou dans le style de Norman Rockwell, le truc te fait le truc, quasiment, le truc te fait l'image, quoi. Et donc, du coup, ça pose, du coup, naturellement, le problème la question du droit d'auteur. Ouais. Parce que dans le set de données le plus utilisé pour créer les algos, donc qui s'appelle le Lion 5B, il y a des images d'artistes qui sont parfaitement annotées comme ça avec le titre et le nom. Alors Lion 5B, c'est 5 milliards, c'est 5 billion, c'est 5 milliards. En fait, il contient 5 milliards d'images qui ont été annotées par l'algorithme Clip. C'est un truc qui pèse 240 teraoctets, hein, donc n'importe qui peut pas dans son coin télécharger ça et entraîner des modèles dessus non plus, quoi. Hein, c'est vraiment, voilà. Par contre, c'est quand même gérable pour des pros avec des services de cloud adaptés, quoi. Mais bon, ça coûte pas rien, quoi. Mais donc, ce Lion, il permet aux algos d'apprendre et d'imiter les styles d'artistes un minimum connus. Et donc, de créer des faux, en tout cas des plagiats. Des artistes, des artistes sont eux-mêmes largement exprimés sur le sujet et ils sont pas tous contents. Parce qu'ils découvrent que leurs œuvres ont été digérées par les algos pour régurgiter des trucs qui sont dans leur style à la demande, quitte à le banaliser et le vider de ce qui fait justement que c'est leur style. Tu vois ce que je veux dire ? On peut même mélanger les styles d'ailleurs de plusieurs artistes. Donc maintenant que ces outils sont sortis de la phase de démo technique et que ça devient des produits ou quasiment, évidemment, voilà, les questionnements éthiques arrivent. Comme toujours après coup, mais bon, ils arrivent. Tant mieux. Et du coup, on continue un petit peu à parler des prompts, Guillaume. Oui, Renault. Alors, ce qui est assez marrant, donc comme l'auront remarqué des auditeurs, j'ai vu, c'est le retour en force du prompt. Un prompt, c'est un mot qui initialement désignait la ligne de commande MS-DOS. Hein. C'est ça que ça veut dire pour moi en tout cas. C'est Mika qui en parlait effectivement. Et c'est aussi ça que ça veut dire. Aussi. Oui, c'est aussi ça que ça veut dire pour moi, bien sûr. Un prompt, c'est ligne de commande. Mais bon, il revient effectivement plus comme une interface en langage naturel en fait, que comme vraiment une ligne de commande. Et Runway, c'est un bon exemple. Donc Runway, à la base, c'est un éditeur vidéo dans le navigateur. Rien que ça, c'est d'ailleurs assez dingue, mais bon. Il propose déjà des outils magiques, on va dire, voilà, dopés au deep learning, c'est-à-dire effacer des objets, isoler des sujets de l'arrière-plan, ce genre-là. Et ils vont rajouter une interface en langue naturelle. Donc ce sera une petite boîte comme ça, noire, et avec un prompt, où tu pourras écrire simplement ce que tu veux faire. Donc importer un clip,
mais aussi demander la génération d'une scène, un jardin, une skyline. Donc il y a probablement une fonction générative comme dans DALL-E, etc. Et aussi tu peux demander un effet. Par exemple, dire je veux un zoom out, voilà, mettre un texte au milieu, appliquer un effet cinématique sur la vidéo, alors demander un outil d'in-painting, bon, qui te donne accès à un outil comme si tu avais un icône, mais tu peux le demander si tu sais pas où est l'icône, si tu sais pas utiliser le truc. Simplement, en écrivant effacer un objet, tu peux avoir accès à la fonction. Donc c'est une boîte magique qui est donc finalement un nouvel élément d'interface qui va peut-être se généraliser. Donc oui, c'est vrai, le prompt est de retour. Le prompt est de retour et quelque chose me dit qu'on va vraiment être amené à en reparler dans l'actu, ça c'est clair. Et puis au passage, là on est beaucoup sur l'image, mais tu voulais peut-être conclure cette rubrique en nous reparlant un petit peu de deepfake, ou en tout cas plus spécifiquement de la génération de voix. Ouais, parce qu'on tient un nouveau champion des deepfakes peut-être, hein, mais pas vidéo, c'est des deepfakes audio. Ça s'appelle CoRecast. C'est développé à l'initiative d'un seul gars en fait qui finance pour l'instant tout. Ça s'appelle Azara Nir, je sais pas, qui veut donner la possibilité de changer de voix, donc et voilà, aussi bien offline qu'online, hein, donc éventuellement à la fin dans des visioconférences, etc. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats est assez convaincants. Hein. Mark Zuckerberg part avec une belle voix de basse comme ça, une voix de femme aussi, ou alors une voix de cartoon, mais ça sans que sa prosodie ou l'intelligibilité de ses paroles ne soit le moins du monde altérée. Donc il y aura 10 voix disponibles, alors au final. Pour commencer, donc il y a un site commercial qui est prévu, mais il n'exclut pas une distribution open source. Donc on en parlait, tu vois. Donc on est probablement pas loin d'une adoption en masse en fait de ces outils de maquillage sonore, et bien sûr des problèmes qui vont avec. Puisque ces dernières années nous apprennent quoi ? Que petit à petit, il faut devenir complètement paranoïaque. Puisque depuis les débuts du deepfake, on sait qu'on peut plus avoir confiance dans une vidéo. On sait aussi que la photo d'une personne peut parfaitement être la photo de personnes, justement. Avec DALL-E, Imagen et compagnie, on sait que n'importe quelle image peut parfaitement être synthétique, totalement. Avec Recast, on sait que la voix qu'on entend n'est peut-être pas du tout celle du Prince de Galles ou d'Emmanuel Macron. Donc il faut donc douter de tout, questionner chaque image, chaque chose, chaque qu'on peut voir en ligne ou à la télé. On peut avoir confiance en nos sens, absolument plus du tout, dès lors qu'on est en face d'un écran. Bon, heureusement, on peut toujours se fier à nos yeux, à nos oreilles dans la réalité, quoi. Ça, c'est déjà ça. Hein. Il n'y a pas d'altération possible. Jusqu'à l'année prochaine, probablement. Hein. C'est-à-dire, il y a la prolifération des casques et des lunettes de réalité augmentée, dont d'aucuns disaient qu'elles sont le futur de l'informatique. Hein. Je pense au PDG de Meta et Snap. Donc voilà, on est tranquille pour 1 ou 2 ans, probablement. C'est déjà ça. Hein. Après, tu sais bien, la fin des évidences, et tout ça. C'est tellement rassurant, je suis pas du tout inquiet, c'est génial. Les choses vont forcément s'articuler de manière très structurée pour notre société. On l'a vu, hein, à chaque fois les choses se terminent bien. C'est comme ça qu'il faut le voir, hein, n'est-ce pas, Guillaume ? Bon, bref. Allez, on va plutôt mettre ces sujets de côté parce que on est beaucoup trop anxiogène. On se croirait en pleine conférence Apple. On va plutôt parler de jeux vidéo. Tu parlais effectivement de l'avenir de la réalité virtuelle. Est-ce qu'il se dessinera dans un MetaQuest Pro ? Parce que l'histoire de l'iPhone 4 se répète, il semblerait qu'un appareil ait été oublié malencontreusement, Guillaume, dans un hôtel. Donc avec presque un mois d'avance, on a eu un tour d'horizon, voilà, du MetaQuest Pro qui a été oublié dans un hôtel par un employé. Voilà, le pauvre, il doit se faire souffler dans les branches en ce moment même. Il a essayé de le récupérer, mais c'est pas clair du tout qu'il ait réussi à l'avoir. Bon, ce Quest Pro, comment il est ? Déjà, il est fin, il est beaucoup plus compact par rapport au casque dont on a l'habitude. Hein. Il a l'air 2 ou 3 fois moins gros, tu sais, sur l'avant en particulier que le Quest 2. On espère plus léger aussi, du coup. Il est donc, effectivement, il doit être plus léger parce qu'en plus, il n'y a pas de sangle sur le dessus du crâne. Donc, il a l'air effectivement plus léger. Les manettes sont aussi plus petites, il n'y a pas d'anneau de suivi. Bon, par contre, on n'a pas vu de test de fonctionnement, voilà, rien de plus. Ça n'a pas l'air d'un fake. Bon, on sera vite fixé de toute façon, hein, c'est le mois prochain. C'est très appréciable hein, que les casques maigrissent un peu quand même. Bon, c'est dommage que ce soit dans un appareil dont on sait qu'il est prévu autour des 800 balles quand même. Donc bon, pas vraiment grand public. Ouais, il fait quand même, je pense, très envie parce que ça peut être un marqueur dans l'évolution des appareils. Mais oui, t'as raison que le prix sera nécessairement, d'après ce qu'on a compris, très élevé. Il n'y a pas que le Quest Pro qui est en fuite, Guillaume. Non, il n'y a pas que le Quest Pro, il y a la GeForce 4090, la RTX 4090 aussi. Alors, cette RTX 4090, elle serait presque 2 fois plus performante que la 3090. Pas comment ? Non, pas dans un hôtel. Non, c'est des trucs. Non, c'est des photos de fabricants. Voilà, on sait à peu près la tronche qu'aura certains modèles, parce que c'est peut-être pas forcément tous les modèles, mais en tout cas, la photo qu'on a est quand même vraiment impressionnante parce que elle prend la place de 4 slots PCI.
c'est une carte quadrislot. C'est-à-dire qu'elle est 2 fois plus épaisse que la quasi-totalité des cartes haut de gamme, tout simplement. Et le total board power, il est de 450 watts, mais bon, ça, par contre, ça rappelle la 3090 Ti, tout simplement. Alors, le truc, c'est que, du coup, avec un radiateur pareil, et jusqu'à 450 watts de consommation, on peut commencer à parler de chauffage d'appoint tout à fait convenable pour janvier-février. Je pense, ça, c'est pas mal pour se réchauffer un peu les pieds, tout ça, ça doit être idéal. Le monstre embarquerait 24 gigaoctets de RAM sur un bus 384 bits, 16 384 cœurs coulants, cœurs CUDA, le tout gravé en N4 chez TSMC. Donc voilà, évidemment, ça consommera un petit peu moins effectivement que la génération d'avant, ce qui explique probablement on doit être 60-70% au-dessus d'une 3090 Ti, et peut-être qu'on sera pas beaucoup au-dessus au niveau consommation, on verra. Bon, heureusement, vous n'avez pas forcément opté pour cette carte qui est quand même un peu délirante, et que certains listent déjà autour des 2900 €. Parce qu'il semblerait qu'une 4060 Ti atteindrait les perfs d'une 3080, tout en consommant probablement moins, donc il y aura quand même de quoi upgrader. Mais bon, c'est vrai, en voyant la 4090 quand même, je me suis demandé si on n'avait pas atteint une sorte de pic GPU, tu sais. Je me souviens pas avoir jamais vu une carte quadruple épaisseur comme ça, quad slot, je me souviens pas. Et du coup, une fois que t'en es là, comment tu fais? Parce que je veux dire, quand t'as fait une carte quad slot, qui bouffe 450 watts max, bon, ça sera probablement un peu moins en général, mais bon, voilà, c'est quand même, c'est prévu pour 450 watts. Je veux dire, tu peux pas vraiment aller au-dessus, quoi. C'est-à-dire que là, t'es vraiment au taquet avec un process donné, tu vois. Tu peux pas vraiment faire plus, quoi. Donc après, on sera vraiment limité par les process de fabrication, et on sait que les process de fabrication, ça va moins vite qu'avant, quoi, tu vois. Donc, est-ce qu'on est, voilà, le coup on a chaque génération 2 fois de plus de puissance que la génération d'avant. Avec la 4090, ça va être plus compliqué, quoi, parce que voilà, la 5090, si elle est aussi quad, machin, et qu'elle fait aussi 450 watts, après, c'est uniquement parce qu'elle sera en N3 qu'elle sera plus puissante. Donc ça veut dire que tout reposera sur l'architecture, en tout cas une grande partie des trucs reposeront sur l'architecture de TSMC, quoi. Bon, on verra bien ce que ça donne. Toujours dans mes hypothèses de ce qui peut se passer à l'avenir, j'imagine bien dans un an, tu vois ton intro et dire... Tu te rappelles, Guillaume, dans l'épisode 288, je te disais qu'on avait probablement atteint un plafond dans les cartes graphiques, etc. Et patatras, figure-toi que... Et puis on verra d'ailleurs. C'est bien, tu te prépares tes futures chroniques, c'est très bien. Garde 5 slots, 6 slots. Peut-être, va savoir. C'est l'avenir, c'est le futur. C'est le futur aussi chez Ubisoft qui a présenté plusieurs jeux, du coup, plusieurs itérations d'ailleurs dans leurs jeux. Alors moi, j'ai pas suivi tous les détails des événements. J'ai cru comprendre qu'il y allait y avoir un Assassin's Creed dans l'univers du Japon. Donc oui, moi ça m'intéresse. Forcément, je suis un peu sensible à ce genre d'annonces. Guillaume, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de ces annonces? Écoute, oui, il y a eu un Assassin's Creed of Tsushima. Probablement, mais enfin en tout cas on connaît pas encore vraiment le titre, mais bon, il y a eu un événement Ubisoft. Alors Ubisoft qui se fait finalement pas racheter par Tencent, bien que le chinois ait racheté la moitié des parts de la holding familiale Guillemot. Donc ça donne à Tencent et Guillemot 24,9% des votes au board d'Ubisoft et 19,8% du capital. C'est un deal qui a apparemment été fort agréable financièrement pour la famille, puisqu'ils auraient revendu leurs actions le double du prix. Donc Tencent renforce quand même beaucoup sa position dans Ubisoft, et c'est globalement pour la verrouiller, quoi. C'est-à-dire, il y a peu de chances qu'il y ait quiconque pour renchérir par-dessus et racheter Ubisoft encore plus cher, en fait. Je pense que c'est ça l'idée. Donc bon, voilà, toujours est-il, enfin, on verra bien, je sais pas, mais ça, apparemment, c'est ça l'idée. Toujours est-il qu'Ubisoft compte continuer, lui, à capitaliser sur ses licences, évidemment. Il y a Far Cry, Rainbow Six et Assassin's Creed, qui se portent nickel. Il compte même sur 2 milliards annuels de revenus, rien qu'avec ces 3 licences, d'ici 5 ans. Et quand on sait que Valhalla a quand même rapporté 1 milliard au total, on se dit pourquoi pas. De fait, il y a eu énormément d'Assassin's Creed à Ubisoft Forward, Donc du dernier chapitre de Valhalla, un nouveau jeu service qui s'appelle Infinity, en passant par Mirage, qui a fait énormément penser au premier Assassin's Creed, en fait, et ce fameux Assassin's Creed Red, donc au Japon. Donc Infinity d'ailleurs connecterait aussi tous les jeux, donc est-ce que ce serait une sorte de collection en plus d'un jeu multi? C'est pas complètement clair. Et puis oui, il y a eu aussi Assassin's Creed Exe, H-E-X-E, bon, un truc, voilà, après Mirage, il sortira après Mirage, celui-là, c'est un épisode qui a l'air de se passer dans un monde de chasse aux sorcières, ce genre de truc. Et puis aussi Invictus, voilà, encore un autre jeu multi. Bon, pour entretenir la croissance, Ubisoft veut renforcer aussi sa présence sur le mobile.
Et il va le faire en partie en partenariat avec Netflix. C'est logique parce que Netflix, lui aussi, veut étoffer son offre gaming. Donc on aura un Assassin's Creed, bien sûr, évidemment, donc en partenariat avec Netflix, et aussi un Mighty Quest et un Valiant Hearts. Enfin, et Valiant Hearts, je sais pas si ce sera un autre épisode, mais je pense que ce sera le même. Donc au-delà, on a vu aussi d'autres jeux, écoute, qui ont l'air quand même assez sympa. On a vu des images de Skull and Bones, c'est-à-dire Assassin's Creed Black Flag sans les assassins, en résumé, et un nouveau Mario et le lapin crétin, voilà, du contenu pour The Division 2, des trucs relativement sympas. Alors d'ailleurs, bon, je l'ai pas mis dans les notes de l'émission parce que c'était un petit peu trop tard, mais il y a eu aussi un Nintendo Direct, donc dont le contenu vient juste de tomber, en fait, plus ou moins. Zelda. Et oui. Et donc voilà, les larmes Tears of the Kingdom. Les larmes du royaume, qui est le nouveau nom de Zelda Breath of the Wild 2, qui ne s'appelle pas, qui ne s'est jamais appelé comme ça en fait, mais que tout le monde appelle comme ça et continuera probablement à appeler comme ça. Mais donc voilà, donc des nouvelles images, quelques nouvelles informations. Donc il y a la date de sortie, mais j'ai oublié, mais c'est en juin, je crois, prochain, 2023. Avant, il me semble. Pour Tears of the Kingdom. Il y a aussi, attention, un nouveau Fire Emblem. Donc un Fire Emblem Engage, qui a l'air de retourner un petit peu, parce que tu sais que le dernier Fire Emblem a été vraiment moitié, tu vois, il était moitié visual novel, moitié tactique, quoi, moitié comme d'habitude. Celui-là a l'air d'être quand même un peu plus comme les anciens, on va dire. Bon, donc il y a une sorte de nouvelle mécanique où tu peux invoquer des anciens héros, j'ai l'impression, donc ça a l'air plutôt sympa, il a l'air assez joli. Et voilà, bon, enfin, il y a d'autres annonces aussi, en particulier des classiques 64 qui arrivent sur le shop. Bon, voilà, j'ai pas eu le temps de trop regarder, mais ça a l'air tout à fait sympa. Je sais pas si t'as vu ça toi-même. Oui, si vous vous ennuyez dans les mois et les années à venir, c'est vraiment que vous cherchez le bâton pour vous faire battre. La date de c'est le 12 mai 2023 que sortira Zelda Tears of the Kingdom. Et la question que certains se posent, c'est, et je pense que la date est pas du tout appropriée pour ça, mais est-ce que ça correspondrait à une date d'une Switch Pro, tu penses, ou impossible pour toi que ça? Bah, impossible non, mais je compterai pas dessus. C'est probable qu'une Switch Pro sorte à cette date-là. Bon. Non, je compterai pas dessus. Déjà, effectivement, c'est en plein milieu de l'année, ça me paraît... Tu sais, d'habitude, c'est plutôt en fin d'année quand même. Donc... Effectivement. Bon, allez, enfin, on a un titre, on a de quoi se mettre... on a de quoi, comment on dit, se mettre sous la dent, c'est ça l'expression? Bref, vous m'avez compris. Allez, un dernier mot, Guillaume, avec Sony. Oui, Sony qui est pas tout à fait content effectivement du deal. Alors bon, tu sais qu'évidemment maintenant qu'Activision est pratiquement, on va dire, dans le giron de Microsoft, il y a des petites inquiétudes, hein, puisque Call of Duty évidemment est un gros hit sur PlayStation comme partout ailleurs. Et apparemment, ils viennent de signer un nouvel accord avec Microsoft, et Microsoft leur propose donc de certifier par contrat que 3 ans après 3 ans après le contrat actuel en gros. Ils vont rester sur PlayStation aussi. Tous les Call of Duty sont aussi sur PlayStation. Et ils sont un peu inquiets parce que du coup, qu'est-ce qui se passe après 3 ans, tu vois? Donc ils sont en train de dire que c'est pas tout à fait adéquat et que ça va pas trop. Bon, clairement pour le moment, c'est pas du tout l'intérêt de Microsoft de jouer ce petit jeu-là parce que il est quand même, tu vois, il est quand même sous le feu de plusieurs enquêtes, enfin, de moins d'une enquête en Angleterre et probablement c'est quelque chose qui est scruté par beaucoup de monde. Donc, s'ils commencent à se la jouer un petit peu trop, tu vois, dominant, ça va mal passer. Donc, je pense ils ont pas du tout intérêt. Et puis bon, même économiquement, je pense qu'ils ont pas du tout intérêt à limiter ça. Mais j'ai l'impression que Sony aimerait bien des papiers écrits, voilà, des trucs un petit peu plus tangibles. C'est pas trop promis pour toujours, quoi. C'est pas ça. C'est ça, c'est pas promis pour toujours. Donc, ils sont un petit peu nerveux, hein. À suivre. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cet épisode. On a fait un bon tour de l'ActuTech, des essentiels qu'il fallait savoir pour être au fait de ce qui se passe. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère tout simplement aussi que vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous en sortirez grandi et que vous aurez matière à partager autour de vous en disant à votre entourage, décidément, écoutez, c'est bien simple. J'ai écouté le dernier épisode de Tech Café, le numéro 288. Une fois de plus, qu'est-ce que je trouve ça pratique. En 1 heure de temps, on a toute la tech, tout ce qu'il faut savoir, avec en plus des regards critiques, et puis un ton qui est plutôt sympa à écouter.
parler. Donc en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à déposer votre avis sur Apple Podcast, Podcast Addict ou des étoiles sur Spotify, à envisager un soutien sur patreon.com/techcafé et éventuellement de venir nous soutenir, de nous solliciter à titre individuel, nous soutenir et nous solliciter à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, là, en ce moment, je suis en train d'essayer de faire dessiner un lapin potable à Disco Diffusion et c'est vraiment beaucoup plus difficile que ce qu'il paraît. Ah oui, c'est toujours plus difficile. Il faut utiliser les bons prompts. Merci Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Merci à celles et ceux qui m'ont alerté sur le fait que mon certificat de sécurité sur mon site perso n'était pas à jour. Il est corrigé. Vous pouvez y retourner. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous. Mais oui, il y avait presque un mois d'avance, on a un tour d'horizon d'un Meta Quest Pro, oublié dans un hôtel par un employé, et je voudrais pas être à sa place en ce moment d'ailleurs. Donc il a essayé de récupérer le casque, mais j'ai pas clair du tout qu'il ait réussi à le récupérer finalement, puisqu'il a demandé auprès de l'hôtel. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit ce Quest Pro ? Bah déjà, il est très fin en fait. Il est très fin. Quelque chose vient d'exploser à côté de moi. J'ai cru que c'était un chat qui venait de tomber, un truc comme ça chez toi. Non. Rien de grave. Bah, tu veux peut-être prendre une pause ? Vas-y. Désolé. Non, mais je sais pas ce que c'est. Attends. Oh là là, ça me fait peur. C'est pas l'aube ? On l'a invoqué. Putain, non, mais ça me fait peur. Non, mais sans déconner, je sais pas ce que c'est du tout. Il y a eu. Arrête, ça me fait peur. T'es pas tout seul chez toi. Non, je suis pas tout seul chez moi, mais je suis tout seul dans la pièce. Bon, écoute, je sais pas. Tu me fais peur, sérieux, cet épisode, il me fait peur. C'est génial.